Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Poitou et c'est 4e de couverture. Secret de famille. Qui était mon arrière-grand-père Tordo? D'où venait sa femme? Et leurs parents? Et quel était donc ce secret de famille dont on ne parlait qu'à mots couverts? L'auteur a reconstitué la vie de deux familles rurales, ancrées dans leurs habitudes, rythmées par les saisons. Leurs histoires se déroulent au milieu de l'histoire du XIXe siècle, qui a mis en route le XXe, des découvertes techniques jusqu'à l'apparition de l'opinion publique. Il a découvert aussi une transgression des lourdes convenances sociales, assumée par les héros, forgeant des aventures surprenantes et au final tellement modernes. Jean-Paul Moinard est né dans les Deux-Sèvres, dans une famille d'artisans et d'agriculteurs, avant de devenir expert comptable. Conciliant son amour de la langue française avec celui du patois poitevin qu'il parle encore avec délice, il a voulu faire revivre ses ancêtres ruraux, les histoires et les secrets de leur époque. Il est en face de moi, dans ma maison secrète, par une belle journée d'été. Bonjour Jean-Paul Moinard. Bonjour. C'est un livre très personnel que vous nous présentez aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'histoire de votre famille et de ses secrets. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre aujourd'hui au grand jour ces non-dits? Au grand jour, oui, enfin, on peut dire ça parce que je pense que ces histoires, dans mon village de Chauray, ces histoires étaient connues. Elles étaient tues, parce qu'à l'époque, on ne disait pas tout ça. Y compris moi, d'ailleurs, hein, y compris dans ma propre famille, il y avait une espèce de chape. Mais la vérité, c'est que l'histoire m'a surtout servi à écrire le livre que je voulais écrire en étant à la retraite. Dans le titre, vous avez mis un S à famille, parce qu'en fait, il s'agit de deux branches familiales qui se sont mélangées plus ou moins officiellement. Même de deux familles différentes, mais qui aujourd'hui sont deux branches de ma famille. J'ai donc des demi-cousins germains, dont je pensais qu'ils étaient cousins germains en totalité, et j'ai aussi des copains d'école qui sont en réalité des demi-cousins germains, ce que je ne savais pas, et eux non plus. Alors, tout commence au 19e siècle avec Louis Brouillard, qui va quitter les mines de charbon de Vendée pour la terre. Alors, c'est son histoire, mais c'est aussi celle de Rose, de sa femme Rose, et d'un certain colporteur aux yeux bleus. Oui, tout à fait. J'ai choisi de m'attacher davantage, je ne sais pas si ça transparaît quand on le lit, mais en tout cas quand je l'ai écrit, de m'attacher davantage à raconter cette histoire à travers les yeux des femmes, plus qu'à travers ceux des maris. Donc évidemment il y a des protagonistes qui sont des hommes et donc je suis bien obligé aussi de passer par là. Mais si vous avez remarqué souvent, et d'ailleurs les chapitres sont tous le chapitre d'une femme. J'avais remarqué aussi, ce qui était très intéressant, c'était de voir comment les femmes vivaient, comment les rapports qu'elles avaient avec les hommes, avec leur père, avec leur mari, mais de voir aussi l'évolution, et on le voit bien avec dernier personnage, l'évolution de la société et les idées nouvelles qui commencent un petit peu à germer, avec beaucoup de difficultés, parce que ça ne se fait pas, ça se fait pas comme ça. Ouais. Oui, parce que en fait, ce livre, je l'ai commencé. J'ai commencé par des recherches généalogiques. Euh, et euh, comme ça se passait au 19e siècle, je me suis intéressé à l'histoire du 19e siècle. Parce que je voulais en même temps décrire l'histoire du personnage, mais en même temps placer le personnage dans l'histoire générale de la France. Je ne suis pas allé trop loin. Voilà. Et donc, du coup, je me suis attaché au 19e siècle, que finalement, je ne connaissais pas bien. Et quand on regarde ce qui s'est passé au 19e siècle, on s'aperçoit que le 20e, moi je suis plutôt quelqu'un du 20e, hein, le 21e sera mon dernier, eh bien on voit que finalement le 20e il est né au 19e. C'est le 19e qui a amené le 20e. Sur le plan technique, technologique, mais aussi sur le plan des comportements. Parce que les comportements ont complètement changé entre le début du 19e et la fin du 19e. Et entre autres les relations hommes-femmes.
Même si, fin 19e, il y avait encore des progrès à faire. Mais ils étaient entamés, les progrès. J'allais dire, la roue était lancée de mon point de vue, et donc on ne pouvait plus revenir en arrière, c'était pas possible. Et l'affaire Dreyfus et tout ça, on continuait à contribuer à cette évolution. Alors Rose, elle n'en est pas là. On est au milieu du 19e Oui, siècle. Et donc elle est mariée. Et puis il y a un colporteur qui passe dans le coin. Un oui. colporteur aux yeux bleus. Oui, un colporteur aux yeux bleus, et Rose, elle est dans sa campagne, donc euh, elle n'a pas les nouvelles du monde. Même si pour elle, le monde est limité à quelques dizaines de kilomètres, hein. Mais elle n'a pas de nouvelles, très peu en tout cas. Donc elle sait ce qui se passe autour d'elle, dans son village. Mais pour savoir ce qui se passe au loin, souvent c'était les colporteurs qui venaient et qui racontaient ce que eux avaient déjà vu ou entendu dans le village un peu plus loin. Et de colportage en colportage, on faisait connaissance. Donc ils ont fait Donc connaissance. ils ont fait connaissance. Et on retrouve les yeux bleus jusqu'à la fin du livre. Mais les descendants de Rose ne seront pas les seuls à ne pas être tout à fait les enfants de leur père. Oui, oui. Hein. Ce que tout le monde sait donc de génération en génération, mais dont personne ne parle jamais. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait une espèce de chape de plomb qui était la bienséance, enfin qui était les convenances morales. Voilà, donc sans dévoiler la totalité de la fin du livre, mais c'est vrai qu'il y a une situation anachronique entre des parents et des enfants. Et en même temps, je trouve que c'est assez beau parce qu'il y a une vraie responsabilité. Et que peut-être que tout n'était pas aussi parfait qu'il eût fallu que ce soit du point de vue de la morale, mais en tout cas du point de vue de la responsabilité et de l'honneur, ça y était. Donc ce sont pour beaucoup des histoires d'amour contrarié, de mariage plus ou moins contraint, d'arrangements discrets. Mais finalement, tout le monde vit avec ça Oui, et l'ordre social est respecté. oui. Tout le monde travaillait dur, les hommes travaillaient dur, c'était extrêmement pénible. Et les femmes, c'était aussi extrêmement pénible. Tout le monde était fatigué. Et donc le seul moment où il y avait un peu de détente, de relaxation, bah, c'était le moment où on parlait avec les autres et où finalement on séduisait les autres. Quelque part, c'est le jeu de la séduction partout. Ça s'appelait pas encore le flirt, mais c'était... Non, alors, mais le flirt, c'est un mot du 19e aussi, hein, dont on dit, j'ai recherché ça, dont on dit que ça vient du français fleur, compter fleurette, et que c'est passé en Angleterre, que les Anglais l'ont appelé flirt, et c'est revenu en France sous le nom de flirt. c'est Voilà. une usurpation. Absolument, absolument. Votre... Mais la couronne d'Angleterre nous a pris beaucoup. Oui, 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 les Anglais. Votre roman ne se contente pas d'être un enchaînement d'histoires de vie, il est aussi profondément inscrit dans la vie et la culture régionale. Et je trouve que vous racontez très bien les croyances, les rituels, les repas, dans la vie quotidienne, les costumes, et plus particulièrement des Deux-Sèvres, mais plus particulièrement ceux de Chauray. Oui, merci parce que oui, c'est l'objet de mon livre. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaitais faire passer, c'est-à-dire expliquer quelle était l'ambiance dans les villages, comment ça se passait un repas de noces. Oui, il y a, Euh, en particulier, vous avez le repas de noces du mariage de voilà, Victoire. On victoire, vous écoute. victoire, voilà. Donc au déjeuner, radis et beurre, saucisson, noix de veau aux champignons, lapro chasseur, pâté de volaille, jambon à la gelée, gâteau sec, tout ça arrosé de vin ordinaire rouge et suivi d'un café et cognac. Et donc ça, c'était le déjeuner, parce que ça ne s'arrêtait pas là. Le soir, on restait, et donc il y avait le dîner. Au dîner, potage, pâté d'Italie, poisson sauce hollandaise, filet de bœuf aux croquettes, civet de lièvre, dinde piquée au cresson, salade haricots verts à l'anglaise, biscuit savoie crème vanille, pièces montées, corbeille de fruits, vin ordinaire, rouge, et là c'était le vrai repas de la noce le soir, donc champagne, en plus du vin ordinaire, rouge et blanc. Voilà. Bon appétit. Merci. Mais-
Alors c'est aussi la grande histoire que vous convoquez comme toile de fond de ce récit. Vous remontez même un petit peu en arrière en parlant des protestants, Oui, de l'époque où ils ont été persécutés dans la région, et jusqu'à l'affaire Dreyfus et la colonisation de Madagascar. Tout ça à travers vos personnages qui vont à un moment ou à un autre être liés à ces événements. oui. Donc, pour la colonisation de Madagascar, un des personnages part avec son régiment, puisque ce sont des appelés hein, qui ont fait la guerre à Madagascar. Et j'ai raconté ça parce que la vérité, c'est que ça, je l'ai inventé. Mon personnage, il est dans la vérité, il est réellement dans ce régiment, mais il n'est pas allé à Madagascar. Son régiment est allé, mais il n'est pas allé. Mais moi, ça me plaisait de l'emmener là-bas, parce que je trouve que c'est une guerre qui est totalement méconnue. Je pense que ça a été passé un peu par les oubliettes. Ça n'a pas forcément été une guerre glorieuse. En plus, c'était une guerre pour les colonies, et donc c'est aujourd'hui pas forcément très porteur comme message. Et donc, voilà, moi j'ai aussi découvert ça. En travaillant, j'ai aussi découvert ça. L'affaire Dreyfus, c'est différent, c'est parce que pour moi, l'affaire Dreyfus, c'est le début de ce changement de mentalité dont on parlait tout à l'heure, et c'est le début de l'apparition de l'opinion publique. En fait, avant l'affaire Dreyfus, il n'y avait finalement pas tellement de pression du peuple sur les élus. Et là, il y a eu une pression d'opinion publique que Zola, évidemment, a parfaitement orchestrée. C'est aussi le début de la presse et de l'opinion dans la presse. Voilà, donc, oui, ça m'intéressait de remettre tout ça. Et puis ça avait une résonance particulière aussi au sein de ces deux familles, Bien sûr, puisque d'un côté on bien était sûr. Dreyfusards, de l'autre côté Et- on était anti-Dreyfusards, exactement. Comme souvent dans les familles. avec Voilà. les conséquences que ça pouvait avoir sur des unions qui se faisaient ou se faisaient pas. Et de la même manière, j'ai voulu parler de cette persécution déclenchée par Louis XIV, des protestants, parce que quand on comprend ça, on comprend mieux l'histoire du Poitou et des Deux-Sèvres, en tout cas des Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, ils sont coupés en deux. Il y a un sud qui est protestant et il y a un nord qui est catholique. Là, ici, on est en Gâtine, on est incontestablement dans les terres catholiques qui seront aussi des terres vendéennes ultérieurement. Et il y avait une fraction importante de protestants qui, pendant très longtemps, qui ont été massacrés en 1684, mais qui ont pendant très longtemps gardé ce souvenir en eux. Et moi, je me souviens de batailles politiques au XXe siècle dans un tout petit village. Et la vérité, c'est que c'était pas la droite contre la gauche, c'était les protestants contre les catholiques. Donc vous êtes un vrai poitevin Oui, je crois. de Chauray. Oui. Vous parlez le patois. Un peu, un peu. Mais il cause corps, mais Vous voulez pas nous dire, vous voulez pas nous dire quelques mots? bah, il ne sait pas quoi vous dire. Lisez d'un Cholet, vous apprendrez plein de choses qui se sont passées chez nous. Merci, merci. Bon, bah merci Jean-Paul Moinard. De rien, Votre c'est livre, moi. on le trouve dans les librairies. On le trouve dans toutes les librairies, en général sur commande, hein, et évidemment sur Internet, où là, vous l'avez, je ne vais pas faire de publicité, mais vous l'avez le lendemain, ou vous l'avez en version numérique. Alors là, vous l'avez même dans la seconde, si vous l'achetez en version numérique. Bah, merci Jean-Paul Moinard. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Film de couverture avec Jean-Paul Moinard pour son livre Secret de famille, paru aux éditions Saint-Honoré. Les droits d'auteur de cet ouvrage seront reversés à une association qui lutte contre l'illettrisme des filles. Ce podcast est à écouter et réécouter sur radiopoitou.com.